Donc, bienvenue pour ce troisième épisode, chers amis. Nous sommes toujours dans le premier livre de Gotrek et Félix, le livre Tueur de trolls. Et pour aujourd'hui, troisième chapitre, littéralement le chapitre, comme je disais au début du stream, le chapitre qui donne son titre au roman. Le titre s'appelant Tueur de trolls. On a eu déjà quelques petites précisions sur qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans cette région du monde. On va en reparler un petit peu. Donc, pour rappeler et résumer les deux épisodes précédents très rapidement, Gotrek et Félix, deux exilés de leur propre nation, un nain, un tueur et un poète duelliste impérial, humain donc, se sont liés d'amitié entre eux, et oui bien, d'amitié. Et Félix suit Gotrek dans ses aventures pour écrire sa légende, tandis que Gotrek, lui, cherche la mort en affrontant l'ennemi le plus grand et le plus puissant. Ils sont sur une route, ils sont sur la route de leur chasse, de l'objectif de Gotrek, un troll gigantesque, le plus grand troll qui n'ait jamais existé, que Gotrek vient tuer, ou en tout cas mourir contre lui. C'est ce qu'il cherche, bien sûr. Dans les deux premiers chapitres que nous avons eus, nous avons appris plusieurs choses sur nos personnages. Je vous laisserai aller voir les vidéos si vous ne les avez pas vues. Et on démarre ce chapitre 3 avec une ambiance beaucoup plus mature, je trouve, en termes de description, en termes de mise en place et de mise en scénario de l'écriture. Toujours écrit par William Kim, bien sûr, on est toujours dans le livre de William King, sorti en 99, août 99. Et pour vous remettre un petit peu, et donc pour commencer avec bien sûr les IA, les représentations, etc., je vous ai prévu des images spécialement pour vous aujourd'hui, bien sûr. Pas beaucoup, hein, il n'y en a que deux, mais j'espère qu'elles vous plairont. Donc le chapitre commence, le troisième chapitre commence par un Félix en deuil. Le chapitre 3 commence avec vraiment un Félix qui vient de subir une perte. Un personnage qui est pourtant très sociable. Dans le chapitre d'avant, il est tombé amoureux. Il a perdu la femme dont il est tombé amoureux. Et on a un petit peu son ressenti, un petit peu sa perte de motivation, son deuil, hein, tout simplement. Le deuil de Félix envers la perte de Kristen. Nos deux aventuriers, donc Félix Maussade et qui broie du noir, et bien évidemment Gotrek. Gotrek qui, on le rappelle, est maintenant le nain que vous connaissez, le nain borgne que vous connaissez. Le tueur portant son cache-œil. Je rappelle aussi, bien sûr, hein, je vais vous mettre l'image où ils sont tous les deux, que Gotrek reste quand même extrêmement facile de reconnaissance, car Gotrek donc possède ce cache-œil sur son œil gauche et également une chaîne en or qui relie son nez et son oreille, ainsi que la catégorie complète et la panoplie complète du tueur, c'est-à-dire son torse huilé et sa grande crête orange et sa barbe tressée, bien évidemment. Gotrek et Félix, tous les deux, sont en destination de la quête de Gotrek. Ils vont chercher ce troll. Ils vont chercher le troll le plus grand qui n'ait jamais existé, qui se cache dans un recoin du monde. Il vise mieux avec un seul œil. Ouais, en même temps, est-ce qu'il a vraiment besoin de savoir viser? Pour vous représenter un petit peu où on est. Je de la redé, pas de soucis, nanar. Bonne soirée. Donc dernièrement, nos aventuriers ont traversé ce petit bout de chemin. L'aventure qui s'est passée avec Kristen et la perte des exilés de l'Empire qu'ils avaient accompagnés vient de se terminer, et leur chemin. Voilà ce qu'ils viennent de faire à deux dernièrement, Gotrek et Félix, en ayant abandonné les derniers survivants à leur sort. Ils se dirigent vers ni plus ni moins que la citadelle de Karakowipik. C'est là-bas qu'on leur a parlé justement de cette quête
du plus grand troll qui n'ait jamais existé, qui se cacherait dans les souterrains de Karak-Oipik. Qu'est-ce que c'est Karak-Oipik? Je rappelle que sur ces streams, si jamais quelqu'un commence l'univers, on essaie de lui expliquer les mots et les subtilités de notre monde. Tout de suite, ça enlève les roulettes. Ah, complètement. C'est pas Skarsnik qui règne sur les Oipik? Alors, Karak-Oipik, qu'est-ce que c'est? C'est la plus belle citadelle des nains. C'est la cité... c'est l'œuvre de leur race entière. L'une des plus anciennes cités des nains, c'est Karazakarak, la capitale. Il y a Zuvbar, il y a Karak-Kadrin, il y a Karak-Azul. Vous en avez plein des citadelles chez les nains qui sont dans les montagnes du bord du monde. Mais, comme nous l'explique d'ailleurs Gotrek, comme explique Gotrek à Félix lorsqu'ils arrivent, Karak-Oipik, c'était autre chose. C'est pas une simple citadelle, entre guillemets simple, attention, rien n'est simple chez les nains, elles sont déjà majestueuses et incroyables. Mais Karak-Oipik, c'est bien un cratère gigantesque, une espèce de caldeira gigantesque, où 8 pics, 8 montagnes se dressent, d'où le nom qui donne le Karak-Oipik. Chacune de ces montagnes est une forteresse en elle-même, regroupée en une immense citadelle cachée au centre des montagnes du Vieux Monde. Est-ce que ça ressemble un peu à la Moria? Ouais, on pourrait le constater un peu à la Moria pour ce qui est des nains du Seigneur des Anneaux. Il n'y avait pas un trésor dans lequel... Je vais y revenir, Alcard, je vais y revenir. Est-ce que ce final, c'est pas Skarsnik, le plus grand des trolls? Ça serait tout à fait lui. Vala, Azril, Ungol, la reine des profondeurs argentées, exactement Agin. C'est vraiment la plus belle ville des nains. Karak-Oipik, c'est la plus belle ville de tout l'empire des nains. Enfin, c'était la plus belle ville des nains, la plus belle citadelle, la plus puissante, la plus riche en tout cas. Pourquoi c'était? Parce que Karak-Oipik, étant au centre même de l'empire des nains, il s'est passé quelque chose dans l'histoire des nains. Là aussi, c'est Gotrek qui nous l'explique dans le roman. Je ne fais pas simplement de la description, j'essaie de vous expliquer du point de vue du roman ce qui se passe dans ce chapitre-là. Karak-Oipik, représentant la surpuissance du monde des nains, leur richesse, leur savoir, leur puissance militaire, Gotrek explique que la reine des profondeurs argentées ainsi que l'empire nain lui-même s'est lui-même cassé la gueule à cause d'un événement qui s'est passé dans l'histoire, un événement des anciennes races que les humains n'ont pas connu, en tout cas que les humains comme l'Empire, la Bretonie n'ont pas connu, parce que ces peuples-là n'existaient même pas encore soudés comme ils le sont contemporainement à l'histoire. C'est où déjà au sud, vers Nagashizar? Alors je vous remontre la carte pour ceux qui n'ont pas bien vu. Où se trouve Karak-Oipik? Là, Karak-Oipik. C'est ici en bas, là. Juste ici. Donc là vous avez Karazakarak, le col du feu noir qui est ici, la Verlande, Athel-Lorraine, les principautés frontalières. Juste ici. Donc c'est ici Karazakarak. On est encore loin de Nagashizar. Il y a Karak-Azul par exemple qui est au sud de Karak-Oipik. Et donc, il y a eu, comme l'explique Gotrek, pourquoi cette citadelle imprenable et impensablement puissante est tombée. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on découvre lorsqu'on y arrive, c'est qu'elle est tombée. Il n'y a plus d'armée naine et de puissance dans ce territoire. Enfin, presque. Eh bien, c'est que dans l'histoire du monde de Warhammer, des milliers d'années avant Gotrek et Félix, les deux peuples des elfes, comme le décrit Gotrek, alors que pour nous joueurs, on sait que ce ne sont pas vraiment les elfes, mais les hauts elfes, les elfes, du point de vue de Gotrek, et les nains ont fait une guerre ensemble, enfin l'un contre l'autre, pardon, à cause de très mauvaises décisions et d'orgueil. Et ça, encore une fois, c'est Gotrek qui le dit. Vraiment, c'est lui-même qui l'explique en disant « Ouais, mais voilà, c'est un peu de la faute de tout le monde. » Voilà, c'est vraiment un peu de la faute de tout le monde. Tout le monde a été con, en fait. Vraiment, c'est ce que dit Gotrek à ce moment-là. En gros, chez les elfes, il y a eu une guerre civile, chose impensable pour les nains, beaucoup trop loyaux. Et Malekith, le roi des elfes noirs, donc les elfes qui sont passés du côté obscur, entre guillemets, pas du côté du chaos, mais du côté obscur, a utilisé des espions pour assassiner et attaquer des nains.
Et les nains, ne comprenant pas le principe de patricide de guerre civile, se sont plaints du côté des elfes qu'ils connaissaient, les hauts elfes, ceux qui étaient des colons. Et paradoxalement, les hauts elfes étaient dirigés par un connard qui a insulté et tendu le messager des nains, ce qui en a déclenché derrière après une guerre totale entre les nains et les hauts elfes, affaiblissant en fait les deux camps. Les nains ont repoussé les hauts elfes du vieux monde, les ont balancés à la mer, hein, ça a été très très long, ça a été des centaines d'années de guerre, hein. C'est plus de 400 ans la guerre de la barbe. Guerre de la barbe du point de vue des elfes, guerre de la vengeance du point de vue des nains. Et les deux empires, Empire aux elfes et Empire des nains, en ont été grandement affaiblis. Et comme l'explique Gotrek, après cette terrible guerre, comme le connaissent tous les nains, eh bien, la terre a tremblé, les montagnes du bord du monde se sont ouvertes par les séismes incroyables, de nouveaux cols se sont ouverts vers l'est, vers les terres sombres, et de là sont sorties les peaux vertes. De là sont sorties les peaux vertes, hein, et à partir de là, les nains ont été assaillis de toutes parts par un nouvel ennemi surpuissant. Et Caracoépic, imprenable de la surface, s'est fait avoir par sous terre, non seulement par les peaux vertes, mais aussi par un autre ennemi caché, que pour l'instant Gotrek ne mentionne pas. Et donc, Caracoépic, aujourd'hui, lorsque Gotrek et Félix s'en approchent, Félix se rend compte que très rapidement, la citadelle, déjà, est incroyable visuellement, mais aussi elle est gigantesque. Vraiment, il est écrasé par la puissance des lieux alors que les lieux sont détruits. Je ne sais pas si ça vous a déjà fait ça dans la vraie vie. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé par mon travail. Mais quand tu arrives dans un endroit où tu te dis, c'est tout en ruine, mais quand tu te dis, waouh, c'est déjà énorme alors que c'est en ruine, ben c'est l'effet qu'a Félix quand il s'approche même des contreforts de Caracoépic. Cependant, en approchant des dernières rivières qui entourent le territoire de Caracoépic, donc encore au niveau des contreforts, le chapitre nous lance sur une escarmouche qui est en train de se passer, des bruits de combat qui retentissent dans les montagnes, et Gotrek, bien évidemment, entendant des bruits de combat, est plutôt motivé. Félix se dit, non mais attends, moi je suis quand même pas un tueur, j'ai pas envie de foncer tête baissée vers un ennemi que je ne connais pas. Et c'est lorsque les deux protagonistes entendent des cris de guerre orques que Gotrek... Il ne reste alors qu'une seule solution. On pourrait les prendre par surprise et... Chargez! Que Gotrek charge dans la mêlée, au milieu d'un combat où 4 ou 5 personnages humains sont en train de se battre contre une vingtaine d'orques. La mêlée générale va être assez rapidement résumée. 2 des 5 humains vont mourir au combat avant que Gotrek et Félix n'arrivent au contact. Gotrek, une fois arrivé au contact, va se faire un plaisir absolu de tabasser de l'orque en mode sport, quoi. Il va y aller avec plaisir. Il va en molester plusieurs. Et de son côté, Félix, lui, va dégommer un orque. Charme 20 BM. Ouais, il fait 20 BM ouais, en chargeant. Félix, lui, va planter et tuer le premier orque dès les débuts du combat. Mais très rapidement, au second combattant orque, Félix va montrer aussi un petit peu le problème d'être un bon bretteur. C'est que certes, tu es un bon bretteur, tu sais faire des passes, des techniques, etc. Sauf qu'en face, c'est un orc, et un orc, c'est débile. Un orc, ça ne pense qu'au combat. Si tu lui enlèves son arme, il n'est pas désarmé, un orc. Si tu enlèves son qui coupe, il n'est pas désarmé. Car l'orc lui-même est une arme. Et je tiens juste à vous dire que, 3e chapitre, Félix combat à main nue un orc. Donc Gotrek et Félix. Chapitre 3. Et ça, dans le monde de Warhammer, c'est avoir des corones. Il le combat à main nue, parce qu'il se fait désarmer aussi. Wait, what?
Et oui. Et non seulement... Ou de l'inconscience, oui, voilà, c'est ça. Non seulement ils combattent au corps à corps à main nue, mais Félix enfin Félix et son opposant Orc vont se retourner les uns sur les autres au sol, etc. Ils vont se foutre des nions pas possibles, et ils vont même aller se foutre même dans une rivière, parce que c'est jamais suffisamment dur de combattre quelqu'un à mano à mano. Donc Félix et l'Orc, ils vont même aller dans l'eau. Félix va passer de très très peu de la noyade plusieurs fois, et en fait ils vont se faire emmener par le courant, et l'orque va être balancé sur une cascade qui est passée par là, tandis que Félix, lui, va s'accrocher et va réussir à survivre comme ça. Donc, c'est pas vraiment précisé qu'il arrive à l'avoir au corps à corps, mais quand même, on est au 3e chapitre, quand tu connais l'univers de Warhammer, quand tu te dis qu'un mec comme ça, plutôt fit, BG, on va dire bien travaillé, il a affronté au corps à corps. Voilà, je vous en montre un pour ceux qui ne connaissent pas l'univers encore. Voilà, il a affronté au corps à corps ça. Voilà, hein, je tiens juste à dire. L'histoire nous dira que c'est un grotte. Donc voilà, c'est... Salut. C'est Félix qui écrit, je le rappelle. Il était vraiment énervé et dépressif pour tenter le 1 contre 1, c'est ça. Aussi balèze que dans Warcraft. Bah oui, Warcraft a tout pompé à Warhammer. Il a mis des points d'inspiration aussi. Ouais, voilà, il a fait des rerolls. Et donc, nos personnages vont rencontrer les 3 survivants du contingent qui venaient de se faire surprendre par les orques. Ça prouve l'art du combat de Félix. C'est apparemment l'un des plus grands bretteurs du vieux monde. Alors oui, mais le grand bretteur du vieux monde, techniquement, il garde son arme. Il se la fait pas piquer par un orc, tu vois. Il se fait pas avoir par une passe d'armes d'un orc, quoi. Donc, après avoir été victorieux, Gotrek et Félix rencontrent 3 personnages. Tout d'abord, ils rencontrent Aldred Kepler. Aldred Kepler, qui porte un surnom. Cet homme s'appelle l'âme mortelle, et c'est un chevalier templier de l'ordre du cœur flamboyant. C'est un impérial, donc c'est un mec de la même nation que que Félix, excusez-moi. Et Félix, quand il entend parler de l'ordre du cœur flamboyant, on nous explique que c'est un ordre qui est très célèbre dans l'Empire. Alors c'est con, on n'en a jamais entendu parler dans le livre, livre de règles, quoi que ce soit. Mais dans le lore, c'est des énormes croisés qui ont beaucoup affronté les gobelins et les hérétiques. Aldred de la boîte sorcière Aldred, non. Je savais pas qu'il y avait des templiers dans l'Empire. Alors si, il y en a. Il y a techniquement, par exemple, les chevaliers de Myrmidia sont des templiers à la base. Mais là, c'est vraiment un chevalier templier de l'ordre du cœur flamboyant, présenté comme l'âme mortelle, Aldred Kepler. Voilà le personnage qui nous rencontre. Aldred ressemble vraiment au chef de la tribu, du trio qui est en face. Il est noble, on le ressent tout de suite parce qu'il est chevalier. Sans spoil, on retrouve cet ordre à la fin de la saga. Bon, c'est pas vraiment un spoil, donc tu survis au ban, Breakil. Aldred a un savoir-faire, un parler noble. Il est un croisé, donc très rapidement il a remarqué que Gotrek et Félix les ont aidés durant le combat. Il est donc très affable et très poli, mais surtout aussi très fervent. Peut-être même un peu trop fanatique du point de vue de Félix. La Race Guard, ça serait pas un peu les Templiers? Si, complètement. À côté de lui, il y a 2 autres personnages qui semblent être sous ses ordres, ou en tout cas là pour le conseiller. Vous avez Johann Zoberlich. Et Johann Zoberlich, il est reconnaissable entre mille du point de vue de Félix, même aussi du point de vue de Gotrek. C'est un sorcier. C'est un mage flamboyant. Et on comprend en discutant avec lui, donc quelqu'un qui est extrêmement, il est extrêmement cultivé, il a là aussi un savoir-faire et une parole très développée, il sait bien parler.
En se présentant, il va même donner son titre et on saura que c'est un mage flamboyant de l'université de Nuln. Et là aussi, le roman nous apprend des choses. Attends, comment ça? Alors Nuln, hein, c'est la cité ouvrière mécanique où se trouve la guilde des ingénieurs et les fabrications d'armes à poudre, les canons, les tanks à vapeur des impériaux. Et c'est plutôt donc une ville où il n'y a pas de magie. La magie, elle s'apprend à Aldorf, à la capitale. La cité du nouveau DLC, c'est ça. Et donc, oui, c'est ça, tout à fait. C'est la cité de Elspeth von Draken, tout à fait. Et Johann Zobergit se présente comme un universitaire de Nuln. La Reichsgarde, c'est pas des Templiers, c'est des chevaliers de l'Empereur, oui. Tous les mages ne sont pas entraînés au collège de magie. Alors si, en effet, tu comprends que Johann, il a appris la magie à Aldorf, mais maintenant il est prof d'université en fait à Nuln. Donc c'est vraiment un instruit, un érudit. C'est pas parce qu'il est mage flamboyant qu'il n'est pas instruit. Donc, pour terminer, troisième personnage, Elfslayer, Peerleaf de Godric et Félix, Change My Mind. On n'y est pas encore là, Gamma Rastor. Pour finir, quelqu'un qui a un accent s'adressera à Godric et Félix. Il est plutôt jeune, très poli, souriant, affable. Il a un espèce de lien social qui pourrait ressembler à, pas une servitude, mais quelqu'un qui a un grade social en dessous du mage ou du chevalier qui est à côté de lui. Et ce personnage se présente comme Jules de Gascogne. Et on comprend que ce n'est pas un impérial, c'est un bretonien. Il vient de Quenelle. Bretonien, qu'est-ce que c'est du point de vue du monde de Warhammer? Parce qu'on a présenté les nains, on a présenté les impériaux, mais les bretoniens dans l'univers de Warhammer, c'est plutôt très simplement expliqué, c'est nous. Voilà, j'ai pas d'autres mots hein, à vous donner. Les Bretoniens, qui c'est les Bretoniens? Eh bien, ce sont des humains qui ne croient pas en Sigmar, ils ne croient pas en un homme devenu Dieu, ils croient en fait en la Dame du Lac. Ce sont les Chevaliers du Graal. Ah, voilà, ne cherchez pas, ce sont les Chevaliers du Graal, des légendes arthuriennes. La Bretonie, c'est moi, voilà, c'est ça. ce sont des chevaliers arthuriens hein, complètement. Et Jules, très dur de dire qu'il est chevalier. Bon, je vous le spoil tout de suite, mais Jules, on comprend que ce n'est pas un chevalier, ce n'est pas un noble de Bretonie. Il se présente plutôt comme un éclaireur, quelqu'un qui est là pour guider Aldred et Johann à leur destination. Jules le bouffon? Non, pas à ce niveau-là. La Bretonie, en fait, hein, dans le monde de Warhammer, c'est les chevaliers, la puissance, la dame, la protection, etc. Le côté chevaleresque, mais c'est aussi des millions de pouilleux, hein, des millions d'hommes sans nom, paysans qui n'ont aucun droit, enfin, qui n'ont aucune richesse, mais qui servent loyalement leur seigneur. Donc voilà la triplette de personnages qui nous est présentée. Aldred, en échangeant avec Gotrek et Félix, ainsi que Johann et Jules, vont très rapidement se rendre compte qu'ils vont au même endroit. Ces 5 personnes se dirigent vers Karakoepik. Sauf que Gotrek et Félix, surtout Gotrek, se posent la question, mais pourquoi? Pourquoi ces hommes se dirigeaient vers Karakoepik? Et la seule chose que va avouer Aldred, c'est qu'il y a une quête qui l'amène sous Karakoepik. Bon, Gotrek, quand il entend ça, il est moyennement jouasse. Pourquoi il est moyennement jouasse? Parce que le troll qui guide Gotrek sous terre ne serait pas seulement un troll pour le plaisir de tuer, mais serait aussi un troll qui garde un trésor incommensurable caché sous Karakoepik.
Alors attention, je ne dis pas que Gotrek est vénal au point de simplement avoir le trésor que pour lui, loin de là, il cherche la mort, hein, on le rappelle Gotrek, mais il n'apprécierait par exemple absolument pas que un humain impérial vienne sous terre chez les nains pour voler en fait les richesses cachées. C'est un nain donc de base. Donc voilà, bon, assez rapidement, avec en plus l'apport de Félix dans la négociation, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que ça fait des semaines qu'ils sont que deux, hein, Gotrek et Félix, au milieu des montagnes grises, vers les terres arides, donc super dangereux, enfin pas les montagnes grises, pardon, les montagnes du bord du monde, c'est ultra dangereux, il y a des peaux vertes partout. 3 alliés de plus, un mage, un éclaireur et un templier, bon, on ne dit pas non. Et Gotrek va se ranger du point de vue de Félix. Il va faire ok d'accord, mais on leur parle toujours pas du trésor et on leur parle pas de notre quête à nous. Ok. Et ils vont se diriger vers donc Karak au 8 piques. Il y aura un rapide échange entre Jules et Félix. Qu'est-ce que vous faites là, etc. Pourquoi vous êtes plus que 2? Nous on était une vingtaine, certes on n'est plus que 3, mais on a perdu du monde quoi sur le chemin. Vous êtes que 2, vous n'êtes pas venus depuis l'Empire que à 2. Et Félix va expliquer à Jules sa perte. Il va un peu parler de son deuil. Et Jules, quelqu'un qui est foncièrement bon, hein, tu le comprends très très vite dans le roman, dans le chapitre, quelqu'un qui est très gentil, très ouvert, qui a même un peu la blague facile, va compatir énormément envers la peine de Félix et va lui balancer la fameuse phrase « Le temps guérit toutes les blessures ». Et Félix va en même réfléchir au-delà, qu'il écrit donc dans son roman, ce qu'on lit. Il se dit, c'est peut-être ça notre problème pour les humains. Le temps guérit toutes les blessures, le temps nous fait tout oublier. C'est peut-être pour ça que les nains sont trop différents par rapport à nous. C'est que les nains, eux, n'oublient rien. Il y aura une petite réflexion comme ça, assez intéressante dans le texte. Mais voilà, c'est une petite anecdote que je voulais juste préciser dans le résumé. Lorsqu'ils vont arriver à Karak-o-Ipik, nos aventuriers, hein, nos joueurs de JDR, hein, littéralement, Gotrek va être étonné. Gotrek va être étonné de Aldred, donc le chevalier, le templier. Pourquoi? Parce que Aldred connaît à l'exactitude près tous les noms des 8 piques. La reine des plaines d'argent, hein, Karak-o-Ipik, c'est une cité qui a disparu de l'Empire des Nains, qui est tombée face aux peaux vertes et à un autre ennemi, bon, vous l'avez compris, ce sont les Skaven, qui est tombée depuis des générations entières. Les nains le savent, les humains, c'est très loin de leur propre territoire. C'est même pas leur propre territoire. Donc, que un humain, chevalier, templier connaisse tous les piques par leur nom d'origine, ça étonne un petit peu Gotrek. Mais bon. Il va donc un petit peu se lier avec ces personnages. Alors attention, se lier pour un nain, pas autant, hein, que Félix pourrait le faire. Et vous vous rendez compte que même Gotrek va annoncer que Jules, le bretonien éclaireur, qui les mène dans ces montagnes et qui commence à les faire descendre dans la vallée de Karak-o-Ipik, Jules est même un très bon guide humain pour s'y retrouver aussi facilement dans la citadelle naine. En tout cas, dans les extérieurs de la citadelle naine. C'est Erebor, mais il n'y a pas de dragon. Oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Et donc, bien évidemment, vous vous en doutez, ils vont avancer dans la plaine de Karak au 8 piques et ils vont tomber sur quelque chose. Tac. Gotrek qui lâche des compliments, c'est une fois toutes les pleines lunes et encore. C'est ça, exactement. Lorsqu'ils vont commencer à s'approcher de la citadelle centrale, celle qui a l'air la plus grande, celle qui a l'air vraiment majestueuse, adossée à la montagne, qui donne également sur la plaine centrale, vous vous en doutez bien, ils vont se faire surprendre par une patrouille. Ils vont se faire arrêter par des éclaireurs. Et là, qui est-ce qu'ils trouvent dans Karak-o-Ipik? Ils trouvent des nains. Je vous ai dit que la citadelle était tombée. Karak-o-Ipik était tombée. C'est le grand malheur, c'est que la toute-puissance de Karak-o-Ipik, en effet, elle n'est plus aux mains des nains. Mais Cependant,
Il reste une citadelle qui a été récupérée. Une expédition il y a quelques vingtaines d'années, dizaines d'années, cinquantaine d'années, je ne sais plus exactement. Une expédition a réussi à percer les défenses pauvertes et à récupérer Caragril, la corne d'argent, la citadelle centrale aux mains des ennemis. Un des 8 pics est aux nains. Ce qui fait que ces nains sont en perpétuel état de siège parce que les 7 autres pics sont à leurs ennemis et les souterrains également, et même la région autour, mais que ces nains-là sont d'un niveau de vétéran poussé, très poussé. Malgré l'expérience de Gotrek, de Félix, de Aldred, de Johan et de Jules, ils vont se faire surprendre par les nains. Et les gardes nains vont les escorter, très rapidement comprenant que ce ne sont pas des peaux vertes, ce ne sont pas des autres ennemis, que ça n'a pas l'air d'être des pillards, et qu'il y a un nain au milieu tueur. Eh bien, Gotrek, Félix, Aldred, Jules et Johan vont être emmenés devant le roi de Karakoipik. Les pics ne se rejoignent pas tous sous terre. Si, Adam, bien sûr que si. C'est une cité souterraine aussi, hein, Karakoipik. On sait qui était l'ennemi, vert et puant ou poilu et puant, les deux. Et justement, lorsque nos héros vont être amenés dans la salle principale, ils vont rencontrer le roi de Karakoipik. J'ai nommé Bélégar. Meilleure image IA du monde. C'est pas une IA, c'est moi qui l'ai faite. Hein. Te fait briller ta plume. Je me suis fait chier, hein. Je me suis fait chier à le faire. Hein. Il est bel et gros. C'est une photo. C'est une photo, arrêtez, c'est une photo. Il est dans South Park, je reconnais. On fait des merveilles avec l'IA. C'est le petit coucou aux haters des IA. Bonjour. Waouh, je saigne. En vrai, j'aurais pas fait mieux. C'est pas Bélégar, c'est Bélégras. Pas mal aussi. Unreal 5. Ah oui, mais c'est une photo, je vous dis. Arrêtez, c'est une photo. C'est une photo. Je savais pas que Bélégar avait un sous-type. Très réel. Ah, moi, je suis désolé, moi, tous les nains, je les vois comme ça. Hein. Est-ce que je vous rappelle que je suis joueur Elfe Sylvain à la base? Ça représente bien le majesteur des nains. On est d'accord, Couper sa barbe, nous dit Sigismund. C'est du paint? Ouais, c'est le même outil que paint, c'est du photofiltre. Avec du pinceau, hein. C'est fait avec du pinceau et des rectilignes. Il est debout ou assis? Non, il est assis, j'ai essayé de faire. Sympa ces figurines d'AOS. Non, allez, je vous montre ce que j'arrive à faire avec une IA. Voilà. Il rencontre donc Bélégar. Ah bon, on va dire c'est quand même un peu plus classe. Non, vous préférez le dessin? La barbe est trop jeune. T'es passé à la version Paint. C'était mieux le dessin. Vous aimez le bleu, monsieur? Je me trompe? Bah, je lui ai demandé du bleu, il m'en a mis partout. Un nain blanc, un nain bleu, un nain roux, etc., etc. Bon, allez, le chat, vous voulez quoi? Le bel et regard ou le bel et gros? Ça reste un nain, c'est moche. Hein. Ouais, je suis d'accord. Vous préférez le dessin? Les deux se valent. Hein. Préférez bel et gros? Allez, bah écoutez, on passera à bel et gros. Ah putain. Au secours. T'avais une image sympa avec Bélégar et sa cicatrice et la barbe blanche. Ouais, mais je montre mes réals, Nafi. Ah, ça vous plaît pas, mes soirées review Gotrek et Félix? Eh, franchement, y a pas des émoticônes à avoir, là? Hein? Sérieux? Non mais oh. Ouais, on va pas tout le temps piquer le travail des autres. On va mettre notre travail en avant, hein?
C'est amateur la chaîne ou pas? Ah, complètement. J'ai pas enlevé le titre, je l'enlèverai jamais. Hein. Donc bref. Est-ce qu'il saigne du nez? Ouais, je pense. Ouais. Nouvelle emote, c'est ça. Quand le concours de dessin. Donc, Bellegar. Non mais je peux pas garder ça sous les yeux. Je peux vraiment pas garder ça sous les yeux. Attendez, je vais chercher quand même un truc plus joli. Merde. Je suis content de ma connerie. Je suis vraiment un gosse. Hein. Rien m'amuse. Caraco épique. Où sont mes dessins? Où sont mes trucs? Mais les gars, t'es où? T'es là. Je regarde les toilettes, merde, j'ai tout raté. Ah bah là, t'as tout raté. Hein. On a l'impression qu'ils nous regardent. Mais c'est pas qu'une impression. Bon, voilà Bellegar. Voilà. Bellegar, donc. Qui est ce personnage? Qui est ce personnage dans l'univers de Warhammer? Bellegar, c'est le roi résistant. Il est le descendant du roi qui a perdu Caracoïpic. Et aujourd'hui, il est le chef de l'expédition qui a percé à travers les lignes ennemies et qui tient la seule et unique citadelle aux mains des nains dans Caracoïpic. Famille de faibles. Coup dur. Et c'est ça qui est assez étrange par rapport au roman et par rapport au lore qu'on connaît du personnage. Le roman de Gotrek et Félix nous présente Bellegar comme un vieux nain. Un nain vraiment même fatigué, usé, etc. Alors qu'il n'est pas vraiment comme ça, décrit comme ça en tout cas dans le lore, mais il y a une explication qui est derrière. Bellegar semble vieux, ou en tout cas semble surtout fatigué. Il semble fatigué. En vrai c'est un putain de héros. Oui, c'est un sacré héros. Hein, c'est un sacré héros. Et c'est surtout lorsqu'il va rencontrer Gotrek, Félix et l'autre triplette, l'autre trio, c'est en leur demandant qu'est-ce que vous faites chez moi, qu'est-ce qui vous amène ici, toi le tueur, qu'est-ce qui t'amène ici avec un humain, toi le trio là-bas, qu'est-ce qui t'amène chez moi. Et c'est surtout la présence d'une autre personne à côté de Bellegar qui a l'air de également être très fatigué, mais de soutenir le roi en termes de conseiller. C'est une naine, une naine, oups, pardon, je me suis bourré de touche, j'ai mis ce clic, une naine qui se trouve à côté de son trône et qui porte un grand grimoire dans les mains. Il s'est battu contre Gorfang Rodgut sans crever. Bon, il n'a pas gagné, mais il n'est pas mort. Ouais, Gorfang est taille de troll. Oui, c'est ça. Elle n'a pas de barbe? Non, je ne la représente pas avec des barbes. Et Bellegar va directement s'adresser à Gotrek. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Qu'est-ce que vous voulez? Gotrek va lui expliquer. J'ai entendu parler qu'en bas, dans votre souterrain, il y a un troll. Le plus grand troll qu'on n'a jamais vu. Je veux venir le tuer. Je suis un tueur. Laissez-moi faire mon vœu. Bellegar va rapidement comprendre. Il est un nain. Il est un roi nain. Évidemment qu'il va laisser Gotrek. Il va lui faire, eh ben, écoutez, bonne chance. Par contre, il va lui expliquer qu'il est au courant, Bellegar, de ce troll. Il est au courant de la présence et de l'existence de ce troll. Et que ça a l'air un petit peu de le gêner énormément, cette histoire de troll. Pas de le gêner genre il est timide, non. De le gêner militairement. Il a l'air d'avoir eu une sacrée histoire avec. Ce qui intrigue un petit peu Félix, mais Gotrek a eu son autorisation, il est heureux. Cependant, derrière, c'est Aldred. Il est terrifiant de ténacité, Bellegar. Oui. Aldred, derrière lui, va s'adresser à Bellegar. Et il va enfin expliquer pourquoi il est là, pourquoi il est venu là avec son contingent. Aldred explique demande à Bellegar, est-ce que Bellegar est bien le roi nain, il y a 30 ans, qui a mené l'expédition pour percer les murs? Moi, je vous ai dit que oui. Bellegar l'avoue maintenant. Félix, au fur et à mesure, comprend qui est Bellegar. Il se dit, putain, ouais, d'accord, ok, c'est lui qui a mené le contingent militaire, c'est lui qui dirige, ok, c'est pas n'importe qui, Bellegar. Et derrière, comment un humain peut le savoir? Comment un chevalier templier sait que les nains ont percé les lignes ennemies et sont venus s'installer il y a 30 ans? Eh bien parce que le guide qui a amené le contingent de Bellegar à Caracoïpic, qui a guidé donc l'armée, ce nain qui les guidait s'appelait Faragrim. Donc pour ceux qui étaient là la semaine dernière, il y a 2 semaines, c'est le nain qui
a donné la quête du troll à Gotrek et Félix. Et le fameux nain Faragrim était pas seul. Dans son expédition avec les nains, il était accompagné de Raphaël. Raphaël, un nom typiquement humain et pas nain. Raphaël, qui était un jeune chevalier du même ordre qu'Aldred. Il aurait suivi les nains. Bélégar avouera tout de suite reconnaître le nom de Raphaël, précisera même d'ailleurs que ce jeune chevalier humain était un homme brave et compétent. Quand un mec comme Bélégar te dit ça, c'est que le jeune Raphaël, il rigolait pas. Et que Faragrim, après avoir guidé l'expédition avec Bélégar, a continué sous terre à chercher quelque chose, que Raphaël l'a suivi et que Raphaël n'est jamais revenu. Aldred est là parce que sous terre doit être resté Raphaël et son épée. L'épée de Raphaël, qui porte un nom. Dans le lore de Warhammer, une épée qui porte un nom, c'est une épée qui est soit magique, soit runée, soit les deux. Et l'épée de Raphaël s'appelle Karagoul. Aldred est là pour récupérer l'épée et la ramener à son ordre à Nuln. Aldred demande à Bélégar « Laissez-moi l'autorisation d'aller chez vous, dans vos souterrains, et de récupérer l'épée pour la ramener à mon ordre. » Et Bélégar acceptera. Ce qui fait que les personnages se retrouvent dans le même but, parce que Faragrim, ils l'ont rencontré, Gotrek et Félix. Gros loot là, ça hype. Ah ouais, grosse épée, hein, grosse épée. Grosse épée, c'est une grosse épée. Putain, Dai Katana. Putain, excusez-moi, j'ai trop les images en tête. Donc voilà. Aldred est là pour récupérer l'épée et aller sous terre. Ils vont tous se préparer. Vu qu'ils se doutent que plus ils sont nombreux, mieux c'est. Plus ils sont nombreux, mieux ils vont survivre le plus longtemps possible. Bon, Gotrek s'en fout un peu, mais Félix arrive à le motiver et à le convaincre. Aldred, Johan et Jules vont rejoindre Gotrek et Félix pour suivre et essayer d'arriver au même endroit, car c'est très certainement à l'endroit où Faragrim a laissé Raphaël, certainement à l'endroit où il y avait le troll. Le troll a dû très certainement tuer Raphaël, donc ils vont au même endroit. Bon. Avant de partir, ils vont reparler à cette jeune naine, en tout cas à cette naine prêtresse. Elle ressemble à une prêtresse, quelqu'un avec beaucoup de savoir. C'est pas une prêtresse des runes. Elle se présentera dans leur petit endroit avant qu'ils partent comme Magda Freyedottir, la naine prêtresse de Valaya. Valaya, c'est une des 3 déesses, enfin un des 3 dieux majeurs des nains, un dieux ancestraux en tout cas. Voilà. Valaya, protectrice du fou, enfin protectrice contre la magie, etc. C'est une déesse extrêmement puissante et bénéfique. Prêtresse de la boisson. C'est ça, salut Blast. Et donc Magda va leur expliquer que Faragrim a été le seul survivant de l'expédition sous terre. Il a été soigné par Magda et il est reparti à moitié fou. Elle sait qu'il a vu des choses et elle sait que 3 choses ont été vues sous terre par Faragrim. Que la mort guette sous terre, ça elle s'en doutait. Qu'il y a des monstruosités innommables qui se cachent sous terre et qu'il s'y trouve également des âmes sans repos, naines. Quand il entend ça, Gotrek, il est vraiment pas heureux. Il a l'air même frileux un petit peu. Faragrim ayant été le seul survivant, il disait avoir vu des fantômes d'ancêtres nains, mais pas seulement des âmes errantes, vraiment des âmes suppliantes qui hurlaient de les libérer de l'emprise du chaos. Le chaos, la grande ennemie,
le grand méchant dans le monde de Warhammer. En ayant bien entendu écouté les rapports de Faragrim, mais aussi de sa prêtresse, Bélégar, il n'a pas des amourantes. Pitié. Bélégar, il n'est pas resté sans rien faire. C'est quand même fucking Bélégar, s'il vous plaît. Et en fait, Bélégar, on sait pourquoi il est fatigué comme ça, comme il est décrit. Il est maussade, fatigué, triste. Parce que, il y a pas très longtemps, quelques années à peine, Bélégar a mené une expédition sous terre avec son contingent de vétérans. Plusieurs centaines de nains combattants sont descendus sous terre pour respecter la volonté des aïeux et libérer les âmes errantes des nains. Et la seule chose qu'on sait, c'est que Bélégar n'est rentré qu'avec une douzaine de nains et qu'il n'y a que des muets lorsqu'il parle de ce qui s'est passé. Même Bélégar reste muet. Et c'est pour ça que Bélégar maintenant est maussade. C'est qu'il a échoué, ou en tout cas il s'est passé quelque chose sous terre qui a choqué Bélégar. Avant qu'il parte, la dernière chose que va leur donner Magda, eh bien, c'est une carte qui présente l'intégralité des souterrains, le plan de la cité de Karak au Epic, un trésor incommensurable pour les nains de partager leur propre savoir. Le mage, Johan, il voudra bien essayer de regarder par-dessus l'épaule de Gotrek, il va faire d'accord, ok. Je voudrais bien un peu regarder tout ça. Mais par contre, à peine il regarde le dessin et le parchemin que Johan il dit mais comment vous comprenez ça? Il y a rien de compréhensible. Et en fait, Gotrek va lui expliquer que le parchemin qu'il a reçu est un parchemin illisible pour les humains car il utilise le code runique de la guilde des ingénieurs. Question: comment Gotrek peut le connaître? Parce que la guilde des ingénieurs des nains, ceux qui maîtrisent la mécanique, l'artillerie, les poudres à canon, la science de la technologie, etc., ils partagent pas leurs secrets, même aux autres guildes naines. Mais Gotrek arrive à lire le code runique de la guilde des ingénieurs. Voilà. On n'en saura pas plus, mais c'est précisé dans ce chapitre du roman. Et à partir de là, eh bien, c'est parti pour la descente aux enfers. Alors, pour faire un peu plus simple, parce que là, c'est assez long dans l'histoire, dans le chapitre. Je vous avoue que là, c'est un peu le moment où tu te fais un peu chier. C'est la descente sous terre. Alors, on t'explique que tout d'abord, sous Karak-o-Epic, il y a des vestiges nains incroyablement magnifiques, taillés dans la roche, vides de monde, bien sûr, par contre, et éclairés par des torches, par les patrouilles naines disséminées et qui passent et repassent sous terre. Mais plus ils s'enfoncent sous terre, et plus la lumière diminue. La lumière diminue certes, mais elle ne disparaît pas pour autant. Pourquoi? Parce que dans les souterrains de Karak-o-Epic, plus ils descendent, plus ils mènent aux mines, bien sûr, plus ils trouvent des espèces de gemmes luminescentes provoquant de la lumière, pas de l'extérieur, mais de la lumière éclairant l'obscurité. Je précise tout de suite et d'avance que cette lumière est bleutée. Ce n'est pas de la petite pierre verte qui illumine la roche, c'est bien de la pierre bleutée. Apparemment, c'est une pierre naturelle dans le monde de Warhammer. Des lumiglobes, on pourrait presque dire. Oui, voilà, c'est ça. Et Gotrek explique vraiment que oui, ça existe vraiment. Que c'est quelque chose qui est très répandu dans les cavernes naines. C'est comme ça que fonctionnent un petit peu les nains pour se guider sous terre. Daoist Technology, à peu près ça. On apprend que Félix est daltonien. J'avoue. C'est les pierres de Neps, exactement. Putain, ça serait tellement le lore. Faut que je retrouve le nom pour Neps. Elle appellera comme ça son armée. Vachement pratique, très pratique, Azazel. J'adore la vision très ouverte du streamer elf. Description de la merveilleuse cité naine, on se fait chier. Je te parle pas de la cité naine, Arvedin, tu n'as pas écouté. Je te parle des souterrains.
Là, en fait, vraiment, ce que nous décrit Gotrek et Félix, enfin, ce que nous décrit Félix dans sa descente, pour te dire, il s'est arrêté de compter à partir de la 862e marche. Voilà, pour te résumer à peu près 4 paragraphes, véritablement. Il en perdra même la notion du temps. Ça marche à volonté? Ouais, ça marche à volonté. C'est quelque chose qui ne consomme pas d'énergie. Il sera subjugué par l'architecture incroyable des souterrains de Karakoepic, Félix. Vraiment, hein, littéralement, la scène de la Moria, hein, risquons-nous à faire un peu de lumière. Voilà. Voilà, la grande cité des nains, c'est pas pour rien. Même dans ces souterrains abandonnés depuis 400 ans, la cité reste incroyable. Par contre, le temps devient indescriptible. Il s'enfonce de plus en plus profond sous terre. On ne sait même pas s'il campe ou pas dans la description du chapitre. C'est bien sûr, à un moment, et alors là, vous allez me dire, mais je connais cette histoire. Dans les tunnels qui mènent sous terre, dans les tunnels sombres, hein, bien sûr, qui mènent sous terre, il n'y a personne dans ce souterrain. Pour l'instant, il n'y a personne, Girouette. Jusqu'au moment où, justement, ils vont entendre des tambours. C'est louche. Des tambours vont commencer à résonner dans les galeries. Félix, légèrement terrifié, PTSD du SDA, c'est à peu près ça, se demande ce qui se passe. Et très rapidement, Gotrek va lui dire, ce sont des grobis. Les grobis non nains des gobelins. Plus ils vont descendre, plus les tambours vont résonner, comme s'ils s'en approchaient. Hein, parce que c'est jamais bien assez drôle et suffisamment marrant de risquer sa vie tous les jours. Et lorsqu'ils vont arriver à un grand croisement sous terre, ils ont amené un troll et un balrog, c'est ça. Lorsqu'ils vont arriver à un espèce d'énorme croisement qui mène à plusieurs galeries, une à gauche, une à droite, eh bien, Gotrek, Félix et leur trio allié vont tomber sur des ennemis. Un petit peu en mode chien de faïence. Bonjour, ah bah tiens, vous êtes là, vous. Étrange. Vers leur galerie de gauche, à gauche de leur galerie, pardon, ils vont tomber non pas sur un orc, non pas sur un gobelin. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. 06, je sais pas qui c'est. Ils vont pas tomber sur un orc, pas tomber sur un gobelin. Ils vont tomber sur un espèce d'ogre à crête blanche et noire. C'est que... Hein, je veux cette figurine. Voir la couverture de la version 1 du JDR. Ah, je ne l'avais pas, Brickhill. Je ne l'avais pas. Salut. J'aurais pu mettre la couverture. Alors, si quelqu'un peut m'envoyer le lien vite fait pour qu'on le montre à tout le monde. Carscope ou Brickhill si vous l'avez, messieurs. SVP. Donc voilà, vous avez sur leur gauche un ogre avec une crête blanche et noire armée d'un fléau et accompagné d'une dizaine de gobes et de gobelins souterrains. Merci Carscorp, merci beaucoup. Hop. Oh putain. Oh mon dieu. Ça fait très chronique de la nuit noire, j'avoue. Les années 90. Non, c'est peut-être même 80 là, ouais. Là, c'est 80, les gars. Ben voilà, hein. Pourquoi je m'emmerde, hein. Vous avez l'image, hein. T'as encore fait les dessins? Non. Gotrek, il a glow up quand même. Un peu, ouais, un peu. C'est un punk. C'est ça. Tes dessins sont pas si mal au final. Hein. Ouais, il a l'air vraiment maladif, Gotrek. Oh putain. Donc là, je suppose que c'est Aldred. Et là, je suppose que c'est Johan. Limite du steampunk, presque. Bref. Et c'est pas tout.
Parce que sur leur gauche, cet ogre à crête blanche et noire ainsi que ses gobelins leur barrent le chemin pour descendre. Parce que derrière cette troupe, l'escalier continue de descendre. Et je vous l'ai dit, c'était un croisement. Le chemin de droite, lorsque va commencer les premiers échanges entre les ogres, enfin entre l'ogre, les gobelins et les 5 héros, du côté droit va popper un orc avec plusieurs dizaines autres de ses copains. Et ce qui s'appelle DDE, j'ai la ref, bien sûr, reflet d'acide. Bien sûr, allez voir reflet d'acide. Merci beaucoup Artefact, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci pour le follow. Et donc, alors oui je sais, c'est pas un ogre, c'est un troll à côté, mais j'aime beaucoup le dessin. J'aime 100 fois mieux celui-là. Et donc, va se passer une mêlée incompréhensible. Voilà, c'est littéralement... Il ne reste alors qu'une seule solution. On pourrait les prendre par surprise et... Chargez! Là, c'est littéralement la violence. Oui, car la violence n'est pas une solution. C'est LA solution. Voilà, c'est littéralement la baston générale, mais attention. Alors qu'il y a Gotrek, alors qu'il y a le fucking Templier Aldred, et qu'il y a les 3 autres comparses, le combat n'est fait que pour une chose, passer. Il faut qu'ils continuent de descendre, parce qu'ils savent que les ennemis qui les entourent ne sont pas les ennemis de base. Ce n'est pas le troll qu'ils cherchent, ce n'est pas l'épée qui est cachée là, ce n'est pas le trésor qui se passe ici. L'ogre qui dirigeait l'ogre avec sa crête blanche et noire, l'ogre qui dirigeait le groupe de gauche, va se faire OS par Aldred. Je tiens juste à le dire. Hein. Genre, wesh, mais c'est qui ce gars Aldred, je rappelle que son surnom, c'est l'âme mortelle. Déjà que lorsqu'il combattait les orques en extérieur de Caracoepic, on a compris que c'était un combattant assez redoutable, mais il va se OS l'ogre solo. Devant Gotrek. C'est un peu Gotrek du genre. Il a le coup fatal. J'avoue. L'âme mortelle ou l'âme mortelle? Non, c'est l'âme épée. L'âme en mode écrit comme épée. Les objets magiques, ça change la vie. Hein. Il est cheaté, lui. Ça se tient, il a pas le choix. Tu peux rappeler la ref de DDE? C'est le nom de l'ogre qui garde le pont dans Reflet d'acide. Il s'appelait DDE. Ah, c'est ça. C'est Reflet d'acide, tout à fait. Gotrek déçu. Ouais, Gotrek jaloux. Gotrek un peu jaloux à ce moment-là. Et de plus, ayant buté l'ogre et continuant de descendre au niveau en passant par la force, hein, à travers les gobelins de gauche et prenant les escaliers, dites-vous que, alors que des orques arrivent sur l'autre flanc, qui tiendra le haut de l'escalier pendant que les gars se rassemblent juste en dessous? Eh bien, ça sera Félix et Jules. Et les deux arrivent à tenir sans problème, sans problème, avec quelques aléas, face à la horde de gobelins qui leur tombe dessus. Félix et Jules, les deux humains qu'on pourrait, sous-entendu dire ouais, ça va, c'est un éclaireur bretonien et un poète super quoi, à côté d'un sorcier, d'un chevalier ou d'un tueur. Eh bien non, ils arrivent aussi à tenir sans aucun problème. Un weak side sur certains jeux, voilà, c'est à peu près ça. Et pourtant, non, ça passera sans problème. Ils vont réussir à survivre. Et comment ils vont réussir à survivre à cette espèce de rassemblement du what the fuck Ah non, attendez, c'est pas la bonne. À cette espèce de rencontre du troisième type. J'aime beaucoup ce dessin, merci beaucoup de l'avoir partagé, j'aime beaucoup. En même temps, c'est du JDR, donc évidemment que j'aime, bien sûr. Attendez, j'enlève un peu parce que j'ai trop ouvert d'images. Ça bug. Tac. Bon là. Ouais, ok, c'est bon. Ils vont continuer de descendre après cette escarmouche. Mais comment ils vont réussir à survivre? Parce qu'en fait, les deux camps, les gobelins survivants et l'orque qui commandait ses potes, vont rester à se battre derrière. Ce sont des peaux vertes. Voilà, n'oubliez pas. Ce qui fait qu'ils vont pouvoir continuer leur descente sous terre
en entendant du combat parce que les deux hordes sur lesquelles ils venaient de tomber s'affrontent. Et ils vont s'abattre ensemble, ils vont se combattre pendant des heures et des heures pour le simple plaisir de la baston. Les peaux vertes, c'est plus ce que c'était. C'est à peu près ça. Voilà, ça c'est vraiment les passages typiques de Gotrek et Félix. On a réussi à passer, mais pourquoi ils nous poursuivent pas? Parce qu'ils sont cons, tout simplement. Tout simplement. J'avance dans le récit parce qu'on commence un peu à tarder. En continuant à descendre, ils vont passer un espèce de pont métallique qui les mène au-delà d'un énorme gouffre. Et ils vont reconnaître aussi, Gotrek surtout va reconnaître qu'il fait de plus en plus sombre là où ils sont, de plus en plus noir, nuit noire, grotte noire, pardon. Pourquoi? Merci Yorim Stark, merci beaucoup pour le follow. Eh bien parce que Gotrek explique que, regardez, il n'y a plus les gemmes luminescentes de bleuté qui sont au mur. Elles sont certainement de plus en plus volées et arrachées par les gobelins sous terre. Ce qui fait qu'ils vont devoir commencer à allumer leurs torches. Ils passent donc maintenant à la torche à partir de là. Et quelques heures après avoir fait ce bilan, c'est là, la première fois, qu'ils vont croiser un esprit. Merci Aktaïr, merci beaucoup du 3e mois de ça, merci beaucoup. Je recevrai mon diplôme de master ce soir. Ah, bravo! Bravo, félicitations, bravo pour ton master. GG. GG à toi, bravo. Merci Joe Boy, merci beaucoup pour le follow également. Yugi, tu dois me venger. Les nains sont un peu nyctalopes. Pas trop dans Warhammer. Pas trop dans Warhammer. Un diplômé plus dans le Wargames Fair, exactement. Lorsque Gotrek va voir ce fantôme, il va se crisper. Il va se crisper. Et la seule chose qu'ils vont pouvoir comprendre de ce fantôme de vieux nain, c'est qu'il est apeuré, qu'il est maussade et qu'il est errant. Ils n'arriveront pas à lui parler, ils n'arriveront pas à lui dire quoi que ce soit. Il va vraiment passer du genre... Oh, oh. C'est louche. Voilà, et c'est un vieux nain surtout, exactement. Malgré cela, ça ne va pas les empêcher de continuer de descendre loin sous terre. Ils vont aller tellement loin qu'ils vont commencer même un peu à manquer de ressources. Ou en tout cas à vouloir commencer à récupérer la moindre ressource qu'ils pourraient croiser. Ils vont tomber sur une rivière souterraine, des puits souterrains, et Jules, le bretonien, va vouloir s'abreuver à l'intérieur, et il sera sauvé par Gotrek. Car étrangement, les gemmes luminescentes bleutées ayant disparu totalement de l'ambiance générale autour d'eux, la lumière maintenant émane très légèrement, d'une manière verdâtre, de l'eau. Et c'est là que Gotrek nous parle de l'autre ennemi de Karakovipik. L'ennemi caché, l'ennemi souterrain, qui empoisonne les puits avec la malpierre, je vous en ai parlé les semaines d'avant, la malpierre, de la magie concentrée en un cristal, qui devient cristal corrupteur et cristal extrêmement dangereux, empoisonneur, etc. Et elle n'est pas naturellement dans l'eau, la malpierre. On l'a rajoutée dedans, et Gotrek explique comment Karakovipik est tombé par l'empoisonnement, par l'assassinat, par des moyens immondes utilisés par un ennemi des nains, un grand ennemi des nains, les Skaven. Les Skaven, race d'hommes rats, une race d'hommes rats corrupteurs qui menace le monde intégral. Et cet accent sur le danger qu'est les Skaven, et qu'est-ce que c'est que les Skaven, qu'est-ce que c'est que la malpire, qu'est-ce que c'est que la corruption du chaos, c'est pas Gotrek qui l'explique. C'est pas Gotrek qui parle des Skaven, qui nomme même les Skaven. Ce qui les nomme, c'est Aldred et Johan. C'est louche. Aldred et Johan, donc le chevalier templier et le mage flamboyant,
mentionne les Skaven. Félix, justement, en fronçant un peu les sourcils en sachant ça, se dit, mais attendez, c'est des récits un peu hérétiques, ça. C'est des trucs, c'est des secrets, c'est des choses, voilà, ça n'existe pas. C'est louche, c'est très louche. Et très rapidement, merci Ben, merci beaucoup. Ça parle de mes chouchous. Yes, évidemment. Et en fait, c'est Aldred qui va très rapidement faire comprendre à Félix, mais attendez, vous nous prenez pour qui? Des hérétiques? Nous? Je vous rappelle qu'on fait partie de l'ordre du cœur flamboyant. On est des chasseurs d'hérétiques. Donc on sait où se cache le chaos. Et sous quelle forme. Et très rapidement, Félix y fait, oui, pardon, excusez-moi, monsieur. Tu comprends qu'il est un peu... Ouais, non, il est un peu dangereux. Tu comprends qu'il a du savoir-vivre Warhammeresque, Aldred. C'est pas n'importe qui, quoi. Ils vont continuer de descendre et c'est... Oui, c'est louche. L'Impérator, c'est louche. Et plus ils vont descendre, donc, après avoir croisé cette eau empoisonnée, plus ils vont remarquer que la faune et la flore locale, surtout la flore et la roche locale, ont muté. Tout est transformé depuis qu'ils ont commencé à passer les eaux empoisonnées. La pierre en elle-même suinte et certains champignons que les nains se nourrissent, dont les nains se nourrissent sous terre lorsqu'ils sont mineurs, par exemple, ou brise-fer, ou que ce soit... bref, une des nourritures des nains, des champignons naturels rocheux, sont trouvés par Gotrek là, à ce moment-là du roman, et il nous explique que non, ils n'ont pas cette tête-là de base, ils sont mutés dans une forme immonde et incroyablement corruptrice, qu'ils sont immangeables et très 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 dangereux, car la corruption de la Malpierre ne peut pas rester au même endroit. Si elle est dans de l'eau, elle finira par envahir l'intégralité du biome. Donc ils sont non seulement dans un endroit sans lumière, entourés de milliers d'ennemis au-dessus d'eux. Plus les tambours résonnent, plus ça inquiète Félix, parce que bien entendu, c'est parce qu'ils ont croisé deux armées, enfin deux groupes combattants qui n'ont pas tout croisé. La menace est totale. Et ils s'enfoncent dans encore plus de menaces et de dangers. Et c'est enfin qu'ils vont trouver le lieu qu'ils cherchent. Après avoir tout bravé, après avoir entendu les peaux vertes revenir et commencer un petit peu à les resuivre par les tambours, par les cris de guerre, par les corps qui résonnent sous terre, Gotrek, Félix, Johan, Aldred et Jules arrivent devant une porte. Ils arrivent devant une grande porte sculptée en pierre, une porte runée, exactement même. Enfin, anciennement runée, une porte qui a été détruite derrière, qui a été brisée par on ne sait quel maléfice. Et Gotrek reconnaît que l'endroit où ils sont, c'est très certainement le fameux endroit, la fameuse cache que parlait Faragrim. Ça ressemble à un tombeau scellé d'anciennes familles régentes de Caracoépic. Si loin sous terre, aussi bien aménagé, quelque chose se cache ici. Et quelque chose va valider l'hypothèse de Gotrek, enfin pas l'hypothèse, mais l'explication de Gotrek. C'est l'apparition d'un autre fantôme qui va geler sur place Gotrek et qui va, je rappelle bien, Gotrek, tueur nain, qui va le terroriser. C'est une naine. Le fantôme d'une naine et surtout d'une reine naine qui s'approchera de Gotrek. Et cette naine, cette reine naine, va s'adresser à lui. Aide-nous, Gotrek, libère-nous. Nos tombeaux sont profanés par un sombre pouvoir. C'est qui? Tu comprends en fait que ce sont des très lointains ancêtres des rois de Caracoépic. C'est Red Flag, c'est ça. Et c'est surtout ce qu'elle dit qui est important. Les tombeaux sont profanés par le sombre pouvoir. Merci Neurone, merci beaucoup. À sa création, ouais, quasiment. Ouais.
Un sombre pouvoir, c'est pas juste un petit truc comme ça qui traîne dans des tombes naines. Non, non, non. Pour que les âmes des rois et des reines naines, des grands guerriers enterrés sous terre depuis des éons, se réveillent et soient tourmentés, c'est un très sombre pouvoir qui règne dans ce tombeau. Et Gotrek va passer au-delà de sa terreur et va faire le vœu de trouver la source de la corruption et de l'annihiler, de la faire disparaître pour que les âmes reposent en paix. Ils vont s'enfoncer sous terre et passer cette fameuse grande porte, laissant l'âme de cette reine naine errer derrière eux, parce que apparemment elle ne peut pas le faire elle-même. Tu sous-entends même que Bélégar est venu jusqu'à elle, qu'elle a déjà vu Bélégar et que Bélégar a échoué dans sa tentative. Gotrek va donc rentrer par la porte cachée, enfin la porte brisée, pardon. Une porte qui a été brisée et qui a très certainement même, du point de vue de Gotrek, qui a très certainement été ouverte par Faragrim lui-même. Donc c'est Faragrim, le guide explorateur nain, rappelez-vous, qui il y a 30 ans a mené l'expédition, enfin a guidé l'expédition, et qui a donné la quête à Gotrek. Il reconnaît les techniques d'explorateur nain, il reconnaît les techniques de mineur, et il se dit ça doit être Faragrim qui a ouvert cette porte et qui a brisé les scellés. Gotrek explique même que les fantômes, la légende des fantômes, comme lui a expliqué Magda, etc., eh bien, sont apparus après l'expédition de Faragrim. C'est Faragrim qui a ramené l'histoire des fantômes. Jamais avant, Bélégar ou les descendants du roi Lun de Karakoypik avaient parlé de fantômes sous terre. Donc la corruption, ou en tout cas le danger, le sombre pouvoir, est très récent. Il a moins de 30 ans. Bref. Lorsqu'ils vont rentrer dans la pièce, une pièce assez grande, mais unique, c'est-à-dire c'est un grand dôme si vous préférez, eh bien ils vont y trouver directement, partout autour d'eux, salut Rouf, ils vont trouver, alors que la porte est ouverte, hein, je le rappelle bien, ils vont y trouver des tas et des tas de richesses, de l'or, des joyaux, absolument partout, intouchés. Alors que la porte est ouverte et que les cavernes regorgent de peau verte. Et c'est ce qui va inquiéter Gotrek en lui disant « Mais comment c'est possible? Les scellés sont brisés, les fantômes sont errants et n'ont pas d'énergie, les peaux vertes sont partout et rien n'a été volé ou pillé. Qu'est-ce qui se passe ?» Ils vont commencer à regarder autour d'eux, les uns les autres, et Aldred, en fouillant dans le trésor, va tomber sur un cadavre, enfin, le reste d'un cadavre, et surtout va trouver l'épée. Les peaux vertes aiment l'or ou juste les dents? Les peaux vertes, ils aiment profaner, ils aiment changer à leur image, donc au pire, ils auraient changé les lieux. Mais vraiment, le lieu est intouché, il est vraiment pur. Ravi de te voir enfin en live, avoir suivi tes vidéos YouTube. Merci beaucoup Kazanx, merci beaucoup à toi et bienvenue. Installe-toi, on est en train de terminer le troisième chapitre. Aldred, incroyablement surpris, trouve dans le trésor, dans cette salle, le point filaire, le point final de sa quête. Il trouve à ses pieds l'épée de Raphaël, le but de sa quête, littéralement. Karagoul, l'épée magique de Raphaël. Il va se retourner vers Gotrek, Félix, Johan et Jules, l'épée à la main, et va leur dire « J'ai enfin réussi, ma quête est achevée. » Et Aldred va se faire décapiter en un seul coup. Schlouk. Voilà, comme ça, direct. Aldren, l'âme mortelle, se fait OS. Appuie la tête. Échec critique. Son corps décapité va tomber au sol avec l'épée. Et derrière lui, dans l'ombre, va se dresser une gigantesque forme
Et Félix va être tétanisé par la terreur pendant quelques secondes, lorsque face à lui, le plus grand troll qu'il n'ait jamais vu se dressera face au quatuor. Mais c'était sûr. Quoi? Il est pas bien mon troll? Terrifiant. Oh merde. C'est joli pour un enfant de quel âge? Mais je vous merde. J'ai cru que t'allais mettre une image de Donald Trump. Il a pas une tête de porte-bonheur. T'as oublié aucun détail, je te félicite. Sachez que c'est la description pure. Et que, sachez que les IA sont pas capables de faire ça. Voilà. C'est ça qui a buté le Templier? Ouais. T'as réussi à prendre une photo d'un vrai troll? Bah ouais, Carscope, qu'est-ce que tu crois? Je suis allé moi aussi sous Kakuipik. Hein. J'ai vraiment fait tous les détails que fait la description à ce moment-là du roman. Un troll ninja furtif, à peu près ça. T'es meilleur que l'IA. Le lore est respecté alors, complètement. Ce qui se dresse face à eux, c'est un troll gigantesque. Il est recouvert de pustules, de cales de terre et de pierre. Il a 2 têtes cornues fusionnées l'une dans l'autre. Alors si vous voulez, j'ai l'image qui le représente un peu mieux, qui est ici. Attendez. Hop. Il y a trop d'images. Voilà. Il y a un troll à double tête cornue fusionnée l'une dans l'autre, au ventre ouvert en plusieurs endroits possédant des bouches et des dents. Il a 3 bras, dont un bras terminé par une pince démoniaque, et il est armé d'un énorme gourdin. Et c'est sa fameuse pince de crabe qui vient de décapiter Aldred. La surprise et la terreur est totale. Il n'est pas bio le troll, hein, c'est ça. Qu'il est fort, qu'il est beau, bien sûr, le troll du chaos, évidemment. Dernier petit détail que Félix aperçoit et a le temps d'essayer de comprendre, c'est que autour du cou corrompu de cette créature se trouve une espèce d'énorme collier argenté où, en plein centre, brille une gemme verdâtre, beaucoup plus luminescente et beaucoup plus malsaine que la couleur des eaux contaminées qu'ils ont vues il y a plusieurs kilomètres. C'est pas pire que ma belle-mère. Ouh là 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 là. Ça sera répété, déformé, amplifié, ça. Comme la belle-mère. Le combat va vouloir s'engager. Gotrek voit son ennemi et hurle sa rage. Surtout qu'Aldred vient de tomber en une seule seconde. Donc c'est un ennemi qui est surpuissant, vous en doutez bien. Encore un bon endroit pour les vacances, ça, c'est ça. Et bien évidemment que ce coup sur Aldred n'était qu'un coup de semonce, n'était qu'un coup, un coup de surprise. En un seul balaiement de son arme, le troll va toucher Jules et va le propulser au loin. Et Félix n'entendra qu'une chose, le corps de Jules qui s'écrase contre la paroi de la roche et qui tombe au sol, mort. Ce tombeau sera votre tombeau. Un coup de sommation, c'est ça. Il ne restera donc plus que Gotrek, Félix et Johan. La seule chose, c'est que Félix va très rapidement voir déjà Aldred mourir, être tétanisé par la peur en voyant le monstre qu'est le troll, et voit mourir Jules. Jules qui était le plus amical avec lui, celui qui lui a fait voir le bon côté des choses, ou en tout cas qui lui a remonté un peu le moral depuis des semaines maintenant qu'il est en deuil, voir son ami, lui aussi c'est un ami, mourir d'une manière aussi stupide et aussi simple que ça, va faire monter la rage en Félix, la rage de vaincre. Et il sait que Johan est un mage de feu. Il l'a vu balancer des boules de feu contre les orques, il l'a vu balancer des boules de feu par sa propre magie, enfin par la magie de Johan, pardon, sous terre lors de la bataille du croisement, etc. Je ne voulais pas détailler, mais vous l'avez compris. Bref, il sait que
Johan, il a de la magie de feu, la meilleure pour affronter des trolls. Les trolls se régénèrent, ce sont des créatures qui peuvent se régénérer. Mais correctement enflammés, ils ne peuvent plus se régénérer et ils meurent définitivement. Johan est donc la meilleure chance pour Gotrek et Félix. Gotrek va bien sûr charger ce troll du chaos monstrueux qui se trouve face à eux. Alors voilà ce que l'IA m'avait fait, mais bon, compliqué de lui faire 2 têtes à l'IA. Et 3 bras, encore pire. La seule chose, c'est que c'est un bourrin, le troll. Gotrek ne va quasiment même pas réussir à correctement le toucher. Il va certes réussir à le blesser plus d'une fois, mais très 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 rapidement, on va voir ses cicatrices, ses blessures se refermer et ne même plus être des cicatrices. Le feu va être nécessaire, absolu et nécessaire. Félix va tenter de s'interposer pour laisser le temps à Johan de préparer la plus puissante boule de feu qu'il n'aurait jamais pu lancer pour cramer ce monstre. Cependant, Gotrek n'intéresse pas le troll. Le troll semble, à un moment donné, foncer sur Johan, comme si la magie qu'il était en train d'invoquer attirait le troll. Félix, dans son effort, va se mettre sur le chemin. Il se met sur le chemin de ça, hein, Félix. Je rappelle que le gars, quand même, il a combattu à main nue un orc, je le rappelle. Donc, encore une fois, Coronès, Félix. Il y va avec courage. Félix va se mettre sur le chemin du troll, va le frapper de sa rapière, va le entailler la chair va se recicatriser, et surtout, sa rapière va être la seule chose qui va le sauver, Félix, de la décapitation. La pince qui a décapité Aldred en un seul coup va foncer vers la tête de Félix, et Félix va la parer à la dernière seconde de son épée. Cependant, l'épée de Félix va se briser à ce moment-là. Elle va passer à l'intérieur de la pince et la pince va briser l'épée de Félix. Une autre patte va jeter Félix en dehors du chemin du troll. Et Johan va se faire saisir et va se faire arracher. En quelques secondes, en quelques minutes même, le trio qui accompagnait Gotrek et Félix se fait tuer par le troll du chaos. La pierre verte, c'est source de son pouvoir ou d'une malédiction? Je vais t'expliquer ça, Adam. Ce qui fait que il ne reste plus que Gotrek et Félix face à ce troll. Alors je vous mets celle-là, même si c'est pas la bonne, mais c'est pas grave. Félix va essayer d'esquiver. Il a plus d'armes. Il voit sa mort complète arriver. Il sait que leurs alliés sont morts en quelques secondes à peine. Leur meilleure chance, Johan, est mort en quelques secondes lui aussi, sans avoir même pas lancé le moindre sortilège. Et Gotrek, malgré sa puissance et sa violence, n'arrive pas à blesser suffisamment et définitivement ce troll. Gotrek va prendre l'aggro et va occuper le troll pendant encore quelques minutes, mais Félix sait qu'ils sont condamnés, qu'ils sont foutus, qu'ils n'ont plus aucune chance. Et Félix va avoir une idée. Il va se dire, attends, si, il y a peut-être encore une solution. Il va récupérer sur les cadavres et sur lui-même, dans l'équipement qu'il possède, vu qu'ils, rappelez-vous, ils sont sous terre, ils sont pas partis en mode jeu vidéo, non, ils ont un sac avec eux. Il va récupérer le plus d'huile de lampe et de torches qu'ils ont pu avoir pendant le chemin et qui leur reste. Et il va les balancer sur le troll. Pendant que Gotrek prend l'aggro et que Gotrek prend cher. D'ailleurs, Gotrek prend cher. Il se prend des coups, il arrive quand même à esquiver, mais en tout cas, il ne se fait pas décapiter en un seul coup. Félix, voyant qu'il a balancé le plus d'huile possible sur le troll, mais qu'il n'a rien pour l'enflammer, va chercher un peu partout autour de lui. Il va tenter de chercher un briquet ou de quoi allumer justement le feu aux poudres, si je pourrais me permettre. En tout cas, allumer le troll une bonne fois pour toutes. Il ne va rien trouver. Mis à part, à côté du cadavre décapité d'Aldred, l'épée de Raphaël. Et Félix
va prendre l'épée. Lorsqu'il va la prendre dans ses mains, une énergie va s'allumer. Une énergie brillante, brûlante peut-être même. Il va frapper le troll. En mode j'ai plus de chance, c'est parti, dernier coup. Et le troll va s'embraser. Le troll s'embrase, tombe au sol, profitant à ce moment-là à Gotrek pour, en un seul coup, décapiter les 2 têtes du troll. Décapité et brûlé, le troll tombera et sera vaincu par le duo de Gotrek et Félix. Voyant ça, Gotrek, en utilisant le bout de sa hache, va récupérer l'amulette autour du troll, cette amulette-là, celle qui était accrochée autour de son cou, va lui expliquer que cette amulette est faite, sans la toucher, il l'utilise avec le bout de sa hache. Il la tient vraiment au bout comme ça. Il va expliquer à Félix qu'est-ce que ça fait d'avoir justement la malpierre sur un corps humain ou un corps d'un troll. Voilà ce que ça donne quand le troll le garde trop longtemps. Ça devient ça. Il ne devait pas avoir 2 têtes avant, il ne devait pas avoir 3 bras avant, il ne devait pas avoir des bouches à la place du bide. Il montre en fait la puissance de la corruption de la malpierre. Et surtout, Gotrek explique que c'est quelqu'un qui a mis autour du cou de cette créature cette amulette. Et il va jeter cette amulette dans un des grands gouffres qui se trouve non loin de la porte fortifiée des nains. Et lorsque l'amulette va être jetée au-delà du gouffre, eh bien, les peaux vertes vont arriver. Rappelez-vous, ils étaient poursuivis par des peaux vertes depuis un bon moment. Et les peaux vertes arrivent. Cependant, c'est là que refait l'apparition du fantôme. Bien, attendez, je cherche la vieille, voilà. Du fantôme de la reine naine. Et elle va remercier Gotrek alors que les orques et gobelins arrivent en lui disant qu'il a vaincu la corruption des lieux. Et que les esprits de Karakowipic peuvent désormais prendre part au combat pour protéger leur propre tombeau. Et les esprits de Karakowipic affronteront et détruiront les peaux vertes qui assaillent Gotrek et Félix. Le chapitre va se terminer. Après l'aide des fantômes sur Gotrek et Félix, le chapitre va se terminer avec Félix lui-même, qui possède donc l'épée Karagoul de Raphaël, la quête de Aldred, le chevalier au cœur flamboyant, de l'ordre du cœur flamboyant. Et Félix va regarder Gotrek. On a eu le troll, tu n'es pas mort. Est-ce que tu veux m'accompagner pour que l'on ramène cette épée à l'ordre à Nuln? Et Gotrek va accepter. Et ils quitteront tous les deux Karakowipic pour au final repartir en direction de l'Empire et de Nuln. Et voilà. Happy end. Oui, bah ils sont tous morts les autres. Hein. Bon, je suis emmerdé maintenant, j'ai envie de relire les livres. Pas un petit passage chez le roi. Alors, c'est pas précisé à la fin de ce chapitre. Merci The Suspenders, merci beaucoup pour le follow, merci à toi. Du coup, fin du livre 1, pas du tout. Pas du tout, du tout. On n'en est qu'à la moitié du livre 1. On comprend pourquoi ce chapitre et ce livre s'appelle Tueur de trolls. C'est la présentation un petit peu de l'univers. Et là, on comprend donc la corruption de la malpierre. On a compris que c'était que les empires des nains, etc. C'est une bro-end. Ouais, c'est une bro-end. Merci Luna Cthulhu, merci beaucoup merci pour ton follow. Et laisser les nains, Skaven et peaux vertes se battre tranquillement entre eux. Ben, ils sont que 2, ils vont pas changer le monde à 2. Hein. Je veux voir ça en film. Ça ferait une bonne aventure en film. En tout cas, en série courte.
prends en cours de route, mais juste pour dire que on te l'a déjà dit, mais tu es un compteur de talent, David. Ben, je trouve que je suis moyen, mais merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Merci à toi de proposer ce que tu fais. Merci beaucoup, The Suspenders. Merci beaucoup. Donc voilà.